Quel prix les légendes d'Hollywood ont-elles payé pour les costumes devenus des légendes cinématographiques? Du corset sous amphétamine de Judy Garland dans Le Magicien d'Oz au corps scellé à la laque de Shirley Eaton dans Goldfinger, ces vêtements portèrent des dangers cachés, maquillage toxique, poids écrasants et tensions physiques sous des lumières brûlantes. Rejoignez-nous pour découvrir les sombres secrets derrière les costumes emblématiques d'Hollywood, où la beauté rencontre la brutalité et chaque couture raconte une histoire. Le Magicien d'Oz, 1939. Peu de films sont aussi visuellement emblématiques que Le Magicien d'Oz, mais derrière son pays des merveilles en Technicolor se cachait une série de décisions de costumes physiquement dangereuses et éthiquement discutables. Le costume de lion peureux de Bert Lahr était fabriqué à partir de véritables peaux de lion, complètes avec de la fourrure et un revêtement en cuir. Il pesait plus de 60 livres et devenait presque impossible à porter sous les lumières chaudes du studio. Lahr transpirait tellement dans le costume qu'il devait être séché pendant la nuit avec des chauffages industriels. L'homme de fer blanc était une autre mise en garde. Initialement choisi pour le rôle, Buddy Ebsen a souffert d'une intoxication à l'aluminium menaçant sa vie à cause de la poudre de maquillage appliquée quotidiennement pour simuler l'étain. Il a été hospitalisé et remplacé par Jack Haley, qui portait une version révisée du maquillage qui lui a tout de même causé une grave infection oculaire. Même les célèbres souliers en rubis de Dorothy ont entraîné des complications. Bien qu'éblouissants à l'écran, ils ont été créés pour l'esthétique, plutôt que pour le confort. Plusieurs paires ont été fabriquées, certaines avec des semelles en feutre, d'autres avec des nœuds cousus à des angles maladroits. Une paire originale a été volée en 2005, déclenchant une enquête de 13 ans par le FBI. Quand ils ont finalement été retrouvés en 2018, il s'est avéré qu'ils avaient passé entre les mains de collectionneurs du marché noir. Et Judy Garland elle-même, forcée de porter un corset restrictif pour paraître plus jeune, dopée aux amphétamines par les médecins du studio et réprimandée pour son poids, elle a enduré plus de tourments hors écran que jamais suggérés par son costume. Autant en emporte le vent, 1939. Autant en emporte le vent offrait de la grandeur à travers chaque couture de tissu, mais la réalité était bien moins romantique. Le rôle de Scarlett O'Hara, interprété par Vivien Leigh, nécessitait des corsets serrés pour reproduire la silhouette d'avant-guerre. Sa taille était réduite à un chiffre étonnant de 17 pouces, un standard atteint grâce à un corsetage intense qui laissait des ecchymoses, un essoufflement et un inconfort interne. Hors caméra, Leigh s'évanouissait fréquemment entre les prises. L'une des tenues les plus emblématiques du film, la robe rideau, était conçue pour incarner le désespoir et l'ingéniosité de Scarlett, mais le symbolisme était basé sur une vérité douloureuse. De vraies familles du Sud avaient, pendant et après la guerre de sécession, transformé des articles ménagers comme des rideaux en vêtements de fortune. Le tissu de velours vert lourd de la robe pesait lourdement sur Leigh, à la fois physiquement et émotionnellement. Avec le tournage se déroulant sous une forte chaleur et humidité, le costume était trempé de sueur à la fin de la plupart des jours. L'obsession du studio pour l'authenticité s'étendait même aux boutons en laiton et aux finitions cousues main, mais cet engagement envers le réalisme avait un coût. Leigh était souvent obligé de porter la même robe pendant plusieurs jours lors des reprises, ce qui entraînait des irritations de la peau et des tensions musculaires. Gilda, 1946. La robe bustier noire en satin de Rita Hayworth dans Gilda est devenue un symbole visuel du glamour hollywoodien des années 40. La façon dont elle jetait ses cheveux en arrière et retirait ses gants dans cette scène de nightclub inoubliable l'a propulsée au rang de symbole sexuel du jour au lendemain. Mais ce que la caméra n'a pas capté, c'est à quel point Hayworth était mal à l'aise dans sa peau et dans l'image que cette robe a cimentée. Le corsage serré devait être cousu sur elle, avant chaque prise. Il n'y avait pas de fermetures éclairs, pas de marge d'erreur. Respirer profondément risquait de déchirer les coutures. Elle ne pouvait pas s'asseoir sans que des membres de l'équipe tiennent sa robe en place pour éviter de l'endommager. Dans les coulisses, Hayworth traversait une intense tourmente émotionnelle. La robe pouvait capturer le désir à l'écran, mais hors caméra, elle était devenue un symbole de stéréotypage et d'enfermement. Elle a ensuite admis « Tous les hommes que je connaissais sont allés se coucher avec Gilda et se sont réveillés avec moi ». Le décalage entre sa véritable identité et le personnage glamour et sexualisé qu'elle incarnait rongeait son identité. Elle a passé des années à essayer de se débarrasser de l'image que la robe avait gravée dans la conscience publique, mais l'industrie ne la laisserait jamais l'oublier. 7 ans de réflexion, 1955. La robe blanche à col en V que Marilyn Monroe portait dans 7 ans de réflexion est l'un des costumes les plus célèbres de l'histoire du cinéma, mais l'image de Monroe debout au-dessus d'une grille de métro, sa jupe flottant dans l'air, a eu un coup dévastateur. Ce moment unique, censé être coquet et ludique, a déclenché l'effondrement de son mariage avec Joe DiMaggio. La scène a été tournée devant une foule sur Lexington Avenue à New York.
Photogy. Les photographes criaient, les passants dévisageaient, et chaque prise nécessitait que Monroe refasse le même mouvement alors que les flashs éclataient autour d'elle. DiMaggio regardait depuis la touche et est parti furieux, humilié. Cette nuit-là, ils se sont violemment disputés. Quelques semaines plus tard, Monroe a demandé le divorce. La robe elle-même, conçue par William Travala, était faite de rayons acétate légères que Monroe devait constamment empêcher de trop s'envoler. L'équipe a fixé des poids à l'ourlet, mais même cela n'aidait pas beaucoup. Son inconfort s'accentuait à chaque prise, aggravé par la foule lascive et l'insistance du studio pour que la scène soit aussi provocante que possible. Monroe a plus tard décrit le tournage comme humiliant. La robe a peut-être capturé le fantasme hollywoodien, mais elle a détruit une relation bien réelle dans le processus. Psycho, 1960. Lorsqu'Alfred Hitchcock a filmé Psycho, il savait exactement comment utiliser les costumes pour troubler le public. Le personnage de Janet Leigh, Marion Crane, passe le premier acte en lingerie, d'abord blanche, puis noire, un contraste délibéré avec sa descente morale. Mais ce qui semblait être une décision de design mineure a déclenché une panique morale et a laissé Leigh définitivement changer. La scène d'ouverture présente Leigh en soutien-gorge blanc et combinaison, très provocante pour l'époque. Hitchcock a personnellement demandé au département des costumes de rendre la lingerie réelle, sobre et inconfortablement intime. Le travail de caméra rapprochée a intensifié son ton voyeuriste, et les censeurs ont presque complètement rejeté la scène. Pendant la désormais célèbre scène de la douche, Leigh portait des patchs en moleskine et de l'adhésif couleur peau pour préserver sa modestie, mais l'eau et l'éclairage intense ont révélé plus que prévu. Elle a ensuite avoué souffrir d'anxiété et de peur des douches pour le reste de sa vie. Ce n'était qu'un film, mais ça ne m'a jamais quitté, a-t-elle confié aux intervieweurs. Cléopâtre, 1963. La garde-robe d'Elizabeth Taylor dans Cléopâtre est la plus chère de l'histoire du cinéma. Coûtant plus de 200 000 $, les 65 changements de costumes du film sont devenus symboliques de l'extravagance hollywoodienne. Mais derrière l'éclat de l'or et des pierres précieuses se cachait le chaos, la maladie et la quasi-ruine financière. Les robes dorées et les coiffes imposantes de Taylor pouvaient me sembler royales, mais elles étaient si lourdes et contraignantes qu'elle aurait souffert de migraines et de douleurs au cou pendant tout le tournage. Certaines des robes étaient faites de fils d'or cousus à la main, d'autres de matériaux rigides et perlés qui lui écorchèrent la peau. Elle avait besoin d'aide simplement pour marcher sur le plateau. Le budget des costumes a échappé à tout contrôle alors que les retards de production et les problèmes de santé ont perturbé le tournage. Taylor a failli mourir d'une pneumonie pendant le tournage, arrêtant tout le projet pendant des semaines. Alors que les coûts explosaient, la 20th Century Fox a été obligée de vendre des propriétés du studio pour rester à flot. Pendant ce temps, la liaison de Taylor avec son costard, Richard Burton, a déclenché une frénésie médiatique. Les paparazzi les surprenaient souvent en costume, Taylor drapé dans les plus beaux vêtements de Cléopâtre, alors qu'il sortait des plateaux main dans la main. Le public dévorait cette romance, mais le studio en souffrait. Goldfinger, 1964. Quand le personnage de Shirley Eaton a été recouvert de peinture dorée dans Goldfinger, le résultat était inoubliable et dangereux. Les équipes de costumes et de maquillage ont conçu un mélange sur mesure de poudre métallique, de gomme laque et d'un adhésif à séchage rapide pour obtenir l'éclat mortel visible à l'écran. Eaton a passé des heures sur la chaise de maquillage pendant que les techniciens recouvraient minutieusement chaque centimètre de son corps. La base de gomme laque scellait ses pores, la faisant surchauffer sous les projecteurs du studio. Pendant les prises, Eaton a eu du mal à respirer à travers le revêtement rigide, et les membres de l'équipe gardaient un masque à oxygène à portée de main. Une rumeur persistante prétendait qu'Eaton était morte d'asphyxie cutanée une fois le tournage terminé. En réalité, elle est sortie de cette expérience secouée, mais vivante, la peau rouge, à vif et chimiquement irritée. Enlever l'or a nécessité des applications répétées de solvant, chaque passage lui arrachant des larmes. Eaton a plus tard décrit la sensation d'être piégé dans sa propre peau, ses mouvements restreints par la couche rigide de peinture. L'impact dramatique de la scène dissimulait le coup physique qu'elle avait impliqué. Les journaux de bord de l'équipe notent qu'Eaton a souffert de légères brûlures chimiques sur la poitrine et les bras. Malgré l'épreuve, le tableau doré d'Eaton est devenu l'une des images les plus emblématiques de la franchise James Bond. La scène de la femme peinte a consolidé la réputation de Goldfinger pour ses effets pratiques inventifs et risqués. Petit déjeuner chez Tiffany, 1961. La petite robe noire d'Audrey Hepburn dans Breakfast at Tiffany's demeure un chef-d'œuvre d'élégance discrète. Conçue par Hubert de Givenchy, la robe fourreau présentait un décolleté bateau, un dos nu et un ourlet traînant au sol. Pour compléter la robe, Hepburn portait des gants longs jusqu'au coude, un collier de perles et des lunettes de soleil surdimensionnées, un ensemble qui définissait le chic des années 60.
Pourtant, derrière le glamour se cachaient des défis inattendus. La coupe de la robe exigeait une posture parfaite et des mouvements minimaux. Hepburn s'entraînait pendant des jours pour marcher, s'asseoir et lever une tasse de café sans froisser la soie. Le tissu était délicat, sujet aux accros, et nécessitait une attention constante de la part des assistants de garde-robe. Sur le lieu de tournage, une seule épingle mal placée pouvait déchirer une couture, obligeant à des réparations coûteuses sous des délais de tournage serrés. Hepburn elle-même a admis se sentir contrainte par le corsage rigide qui la laissait essouffler après de longues prises. Plus troublant était le poids psychologique du costume. Hepburn s'identifiait à la vulnérabilité de Holly Golightly, mais l'image sexualisée de la robe éclipsait parfois sa performance. Les photographies de presse se concentraient sur la robe plutôt que sur l'actrice, renforçant l'idée que l'attrait de Hepburn résidait uniquement dans son apparence. Bien que le costume ait élevé diamant sur canapé au rang de légende de la mode, il est également devenu un symbole de la tendance de l'industrie à objectifier les actrices principales, un problème que Hepburn ressentait en privé. Dracula, 1931. La cape en velours noir de Bela Lugosi dans Dracula est indissociable du mythe du personnage. Pourtant, elle avait ses propres inconvénients. Confectionnée en laine lourde avec un col doublé de satin, la cape pesait plus de 10 livres. Sous les projecteurs étouffants du studio, les larges épaules de Lugosi souffraient, et le tissu emprisonnait la chaleur contre son corps. Lors de longues prises silencieuses, il devait maintenir le col haut pour obtenir la silhouette emblématique de Dracula, une posture qui exacerbait sa douleur chronique au dos. Le typecasting est devenu l'héritage plus sombre de la cape. Après la sortie du film, Lugosi s'est retrouvé incapable d'échapper au rôle. Il a tourné dans le vaudeville, donnant des lectures de Dracula et des séances photos en costume complet pour joindre les deux bouts. Les fans exigeaient le fameux manteau noir et le regard hypnotique. Lugosi se conforma, même s'il voyait sa carrière d'acteur plus vaste lui échapper. Dans les années suivantes, la cape est apparue dans des publicités télévisées, des conventions d'horreur et des événements caritatifs, chaque apparition rappelant que Lugosi était à jamais lié à sa création la plus célèbre. Dans d'autres cas, quand Lugosi est mort en 1956, la cape de Dracula a été mise aux enchères pour les collectionneurs, atteignant un prix qui reflétait son importance culturelle. Elle lui a fait du tort. 1933. La représentation de Lady Lou par Mae West dans Elle lui a fait du tort reposait sur une silhouette sculptée par un corset impitoyable. Pour obtenir sa silhouette en sablier emblématique, West portait un corset sur mesure avec des baleines en acier, serré si étroitement que les membres de l'équipe devaient parfois la découper entre les prises. Le corset compressait ses côtes, rendant les respirations profondes douloureuses et limitant ses mouvements à l'écran. Sous le poids de l'armature et des couches de jupons sous ses robes, West endurait des ecchymoses le long de sa cage thoracique et de son dos. Derrière le glamour, la constriction provoquait des évanouissements qui menaçaient d'interrompre la production. À plus d'une reprise, West s'est effondré dans les bras de son costumier, pour être ensuite redressé et renfermé dans son corset afin que la prise suivante puisse avoir lieu. Le fardeau physique allait au-delà de l'inconfort. Le port prolongé de vêtements aussi restrictifs a été associé à des dommages musculo-squelettiques et à des problèmes respiratoires chroniques. Pourtant, West a transformé sa silhouette contrainte en une personnalité puissante, transformant chaque souffle en pose séductrice. Le public voyait une démarche assurée. Elle ressentait chaque choc d'os et pincement de tissu. Lorsque le montage final a été présenté en première, le corset est resté invisible pour les spectateurs qui ont seulement vu le résultat, une femme maîtrisant ses courbes. En réalité, la liberté d'expression de West s'accompagnait d'une restriction corporelle littérale. Haute Société, 1956. La robe de mariage de Grace Kelly dans Haute Société incarnait le conte de fées romantique, mais sa construction dissimulait un fardeau silencieux. La robe en satin ivoire comportait un corsage ajusté et une jupe volumineuse conçue pour annoncer la transition de Kelly de star hollywoodienne à princesse de Monaco. Chaque robe était sur mesure avec des couches de tulle, d'organza de soie et des appliqués en dentelle cousus à la main. La jupe, à elle seule, pesait près de 10 livres, traînant sur le sol et nécessitant des ajustements constants par 2 assistants de garde-robe. Pendant les prises prolongées, Kelly luttait avec le poids et la rigidité du tissu. Monter des escaliers ou traverser des sols de studio inégaux nécessitait une chorégraphie attentive pour éviter de trébucher ou de déchirer les coutures délicates. Lors des répétitions, elle s'entraînait au lever et au tour, jusqu'à ce que la robe devienne comme une seconde peau. Pourtant, chaque mouvement risquait de déchirer la fine dentelle ou de déformer la silhouette. Le Parrain, 1972. La transformation de Marlon Brando en Vito Corleone dans Le Parrain reposait sur un choix de costume apparemment simple. Un smoking surdimensionné assorti de prothèses de joues sur mesure.
Le costume, taillé plusieurs tailles trop grand, créait mais une silhouette tombante qui accentuait la présence fatiguée du monde de Corleone. Sous la veste, Brando fourrait ses joues de ouate pour obtenir les bajoues distinctives et la voix graveleuse du personnage. Le placement du coton nécessitait des ajustements fréquents entre les prises. Même un léger déplacement modifiait les schémas de parole de Brando. Le costume en laine épaisse, doublé de satin épais, emprisonnait la chaleur sous les lumières du studio, ce qui faisait transpirer Brando à travers plusieurs chemises par jour. La masse supplémentaire sur son torse rendait les transitions entre assis et debout raides et délibérées, renforçant les mouvements calculés du dos. Le travail prothétique sur le visage de Brando a introduit ses propres défis. L'adhésif utilisé pour fixer les pièces des joues irritait sa peau, provoquant des rougeurs et des cloques occasionnelles autour de la bouche. Les maquilleurs appliquaient des crèmes à base d'huile pour fondre les bords, mais le processus prenait des heures et exigeait que Brando reste immobile. Star Wars, 1977. La silhouette imposante de Dark Vador dans Star Wars est devenue une icône instantanée, mais l'acteur David Prowse a subi un calvaire quotidien pour donner vie au personnage. Le casque à lui seul pesait 5 livres et reposait lourdement sur le cou de Prowse, l'obligeant à pencher la tête en arrière pendant de longues périodes. L'armure complète, moulée en fibres de verre et en plastique, ajoutait 20 livres supplémentaires, restreignant son champ de mouvement et sa vision. Le design du costume incluait un panneau de contrôle thoracique câblé à des diodes clignotantes. Bien que visuellement saisissant, le câblage du panneau pinçait souvent les côtes de Prowse lorsqu'il se penchait en avant. La cape épaisse, faite de laine lourde, retenait la chaleur dans l'environnement chaud du studio. La respiration de Prowse devenait laborieuse à l'intérieur du masque rigide, qui étouffait sa voix et nécessitait que l'acteur de voix James Earl Jones double chaque réplique en post-production. Pendant les scènes d'action, l'inflexibilité de l'armure entraînait des épaules meurtries et des coudes éraflés. Prowse a appris à économiser son énergie, adoptant la démarche lente et délibérée de Vador pour minimiser l'inconfort. Entre les prises, il comptait sur des assistants pour l'aider à enlever le casque afin qu'il puisse reprendre son souffle. Superman, 1978. L'interprétation de Superman par Christopher Reeve a présenté au monde un héros bleu éclatant, mais le costume en spandex a apporté son lot de complications. Fabriqué à partir de mélanges de nylon et de lycra, le costume était conçu pour paraître sans couture sous les lumières du film. En réalité, le tissu non respirant adhérait étroitement à la peau de Reeve, emprisonnant la sueur et provoquant de graves éruptions cutanées le long des coutures. De longues heures sur le plateau signifiaient des changements de costume répétés. Reeve passait parfois jusqu'à 20 minutes dans une petite tente juste pour enfiler le costume humide. L'emblème de poitrine en relief, fait de vinyle caoutchouté, ajoutait de la rigidité au torse, rendant inconfortable le fait de s'allonger ou de s'appuyer en arrière. Pendant les scènes de vol, des machines à vent secouaient Reeve contre le costume, provoquant des frottements autour de ses épaules et ses hanches. La cape rouge, attachée aux épaules, pesait 3 livres à sec et doublait presque de poids quand elle était mouillée pour les effets de brouillard et de pluie. Reeve a appris à compenser en arquant son dos, ce qui menait à des spasmes occasionnels dans le bas du dos. Malgré ces épreuves, les couleurs vives et le design élégant du costume sont devenus synonymes de l'optimisme du personnage. L'inconfort de Reeve est resté invisible pour le public, qui ne voyait que l'incarnation de l'espoir. En réalité, le costume était une seconde peau qui mettait à l'épreuve sa patience, son endurance et son dévouement au rôle. Série Pirates des Caraïbes. Les costumes de Jack Sparrow joués par Johnny Depp et d'Elizabeth Swann, interprétés par Keira Knightley, incarnaient la fantaisie pirate. Mais chacun avait ses difficultés cachées. Le costume en couche de Depp, combiné de lourds manteaux en laine, des gilets en cuir et de multiples foulards. Dans les lieux de tournage tropicaux, la tenue provoquait des coups de chaleur. Les journaux de bord de l'équipe rapportent des cas où Depp nécessitait des pauses médicales après s'être évanoui. Ses cheveux tressés et ses extensions en dreadlocks, trempés dans l'eau salée, devenaient emmêlés et sentaient le moisi à la fin de la journée. Les corsets et les jupes à cerceau de Knightley ajoutaient une autre couche d'inconfort. Les baleines de son corset s'enfonçaient dans ses côtes, rendant les respirations profondes douloureuses pendant les longues prises sur les ponts instables des navires. Sous les jupes, elle portait plusieurs jupons qui limitèrent sa démarche et provoquèrent des ecchymoses le long de ses hanches, dus au frottement contre les rampes en bois. Les deux acteurs devaient faire face à des défis d'entretien des costumes, des taches d'eau salée, de la moisissure et des déchirures de tissu nécessitant des réparations quotidiennes. Pourtant, leur engagement envers l'authenticité a porté ses fruits à l'écran. L'assurance de Sparrow et la transformation de Swann, d'aristocrate à héroïne pirate, reposaient toutes deux sur des costumes qui mettaient à l'épreuve leurs limites physiques, rappelant au public que la fantaisie cinématographique exige souvent des sacrifices réels. Gladiator, 2000.
Le parcours de Russell Crowe en tant que Maximus dans Gladiator nécessitait de porter 45 livres d'armure en cuir et métal pour chaque scène de combat. La cuirasse, les spalières et les grèves étaient à des fêtes sur mesure, mais laissaient peu de place à la circulation d'air sous le climat méditerranéen. Et soleil. Les tournages sur place, au Maroc, ont vu les températures dépasser 100 degrés Fahrenheit, transformant l'armure en un fourneau qui a épuisé la force et l'endurance de Crowe. La répartition du poids des plaques de métal a provoqué une fatigue musculaire dans les épaules et le bas du dos de Crowe. La chorégraphie des combats, exigeant des coups d'épée rapides et un jeu de jambes agiles, est devenue une épreuve d'endurance exténuante. Entre les prises, Crowe s'effondrait souvent sur des bottes de paille pour reposer ses membres douloureux. Les lanières en cuir qui maintenaient l'armure irritaient sa peau, provoquant des abrasions à vif sur son torse. Les scènes d'équitation de Crowe ajoutaient une autre dimension d'inconfort. Les gantelets en métal gênaient sa prise sur les rênes et les tuniques superposées limitaient la rotation du torse. Pourtant, chaque souffle laborieux et chaque goutte de sueur contribuaient au réalisme viscéral qui définissait l'ampleur épique de Gladiator. Le fardeau de l'armure reflétait les propres épreuves de Maximus, brouillant la ligne entre l'acteur et le personnage dans une performance qui a résonné dans le monde entier. The Matrix 1999. Le manteau noir de Keanu Reeves dans The Matrix symbolisait la rébellion de Neo, mais créer un vêtement qui allie style et fonctionnalité s'est avéré difficile. Le département des costumes a expérimenté des dizaines de tissus avant d'opter pour un mélange de laine épais avec un revêtement résistant à l'eau. Le poids du manteau, combiné à sa coupe ajustée, restreignait les mouvements des bras de Reeves pendant les séquences d'arts martiaux. La longueur du manteau, atteignant le milieu du mollet, signifiait qu'il s'accrochait aux câbles et aux éléments du décor lors des cascades de Wire Few. Reeves a suivi un entraînement supplémentaire pour adapter son style de combat, apprenant à compenser la traînée et la raideur du manteau. Les tournages de nuit sous la pluie transformaient le trench coat en une barrière saturée d'eau qui glaçait Reeves jusqu'aux os entre les prises. Maintenir la silhouette nette du manteau nécessitait un repassage et un défroissage constant sous des contraintes de temps strictes. Les scènes tournées dans les rues détrempées de Sydney nécessitaient des changements de costumes rapides pour remplacer les manteaux mouillés par des manteaux secs. L'engagement de Reeves à porter le véritable manteau plutôt qu'une version plus légère pour les cascades ajoutait de l'authenticité à ses mouvements, mais augmentait son inconfort physique. La dernière image, une silhouette élégante se déplaçant sans effort dans le tamboulette, cachait les heures passées à lutter avec le tissu, le poids et le temps. Le manteau iconique de Neo est devenu un personnage à part entière. Sa présence se fait sentir dans chaque saut au ralenti et chaque posture rebelle. Titanic, 1997. L'interprétation de Kate Winslet en tant que Rose dans Titanic reposait sur le collier cœur de l'océan, un diamant bleu fictif dont la réplique est devenue un élément central de l'intrigue. L'accessoire principal était en argent sterling et zircon cubique, pesant près de 225 grammes. Suspendu à une chaîne délicate, le collier tirait sur le cou de Winslet, surtout pendant les scènes où elle inclinait la tête ou levait les bras. Au-delà du collier, la robe de soirée de Rose, avec broderie perlée et superposition en soie, pesait plus de 12 livres. Winslet a répété à marcher dans la jupe encombrante pour éviter de trébucher sur le pont simulé du navire. Pendant la scène de l'escalier monumental, des points d'attache cachés sous la robe ont soutenu Winslet pour la descente, mais les ajustements ont laissé des marques rouges sur ses hanches. Le poids symbolique du collier reflétait le fardeau émotionnel de Rose, alors qu'elle naviguait entre les divisions de classe et sa liberté personnelle. Pourtant, l'attraction physique du bijou était constante. Lors des tournages sur le pont venteux, Winslet sentait le collier tirer contre sa clavicule. Malgré ces défis, la combinaison de bijoux et de robes créait une image durable de romance tragique. Chaque instant d'attente reflétait à la fois la tension narrative et la contrainte tangible. The Dark Knight, 2008. L'incarnation du Joker par Heath Ledger dans The Dark Knight s'étendait à un costume qui brouillait la ligne entre l'acteur et le personnage. Le costume violet, le gilet et la chemise à rayures étaient sur mesure pour paraître négligés et usés avec des taches et déchirures intentionnelles. L'artiste maquilleur John Caglione Jr. a développé un visage de clown gras et ridé que Ledger appliquait lui-même chaque matin, superposant de la peinture grasse blanche, de l'eyeliner noir et du rouge à lèvres rouge en traits irréguliers. La combinaison de tissus épais et de vêtements en couches rendait le costume oppressant sous les lumières du studio. Les gants en cuir de Ledger, doublés de coton, faisaient transpirer ses mains et glisser lorsqu'il manipulait des accessoires, comme des couteaux et des cartes. Les chaussures, des Richelieu vernis, offraient peu de traction, entraînant des chutes presque accidentelles sur le plateau. Entre les prises, Ledger enlevait souvent des couches, révélant des sous-vêtements imprégnés de sueur. Psychologiquement, le costume est devenu un outil d'immersion dans la méthode.
L'insistance de Ledger à porter la tenue complète lors des répétitions a renforcé son identification avec le chaos du Joker. La performance résultante, hantée, erratique et intense, a été acclamée, mais a également suscité un débat sur l'impact qu'elle a eu sur la santé mentale de Ledger. Le costume du Joker n'était pas seulement un vêtement, c'était un vaisseau de transformation, qui a laissé des marques visibles et invisibles. Black Swan, 2010. La descente de Nathalie Portman dans le cygne noir dans Black Swan était reflétée par les exigences physiques de ses costumes de ballet. Les tutus sur mesure étaient faits de couches de tulle rigides et de soie, chacun pesant plusieurs livres. Des ailes prothétiques en plumes attachées à ses épaules ajoutaient une autre couche de rigidité qui limitait l'extension des bras et causait des ecchymoses là où le harnais frottait. Portman a suivi un entraînement intensif de ballet pour bouger de manière convaincante dans les costumes, mais la répartition du poids a fatigué son dos et ses épaules. Les fils des tutus perçaient parfois le tissu pendant les levées, provoquant des blessures sur ses cuisses. Les équipes de maquillage et de coiffure ont appliqué un fond de teint pâle et sculpté ses cheveux en un chignon serré pour compléter l'illusion de cygne, mais la pression de la coiffure a entraîné des maux de tête de tension. Au-delà des costumes, la perte de poids extrême de Portman, atteignant 38 kilos, a suscité des inquiétudes parmi les professionnels de santé. Alors que le récit du film exigeait une figure fragile et éthérée, la combinaison de costumes restrictifs et d'un entraînement rigoureux a poussé le corps de Portman à ses limites. Le résultat a été une performance envoûtante qui brouillait la ligne entre l'art et l'autodestruction, chaque pièce de costume étant un fragment de la psyché fracturée de son personnage. Tron, l'héritage, 2010. Dans Tron, l'héritage, la combinaison lumineuse, est devenue un élément déterminant de l'esthétique futuriste du film. Confectionné en tissu caoutchouté et doté de fils électroluminescents EL, chaque costume nécessitait un câblage sur mesure pour tracer les motifs de circuit. Le câblage était isolé mais conduisait toujours la chaleur, transformant le costume en radiateur à basse tension sous les lumières chaudes du studio. Le matériau moulant restreignait les mouvements de Reeves et Gareth Edlund, les obligeant à adapter la chorégraphie des combats pour éviter de déchirer le fil EL. Le fil lui-même était fragile. Un seul faux pas pouvait casser un circuit, laissant des zones sombres qui ruinèrent la continuité. Les réparations nécessitaient des soudures délicates entre les prises, ce qui ajoutait déjà du temps au changement de costume. Les panneaux arrière du costume abritaient des packs de batterie, chacun pesant 2 livres, et clipsés sur un harnais sous la coque extérieure. Le poids supplémentaire se déplaçait pendant les scènes d'action, entraînant une gêne au niveau du bas du dos des acteurs. L'accumulation de sueur à l'intérieur du costume provoquait des courts-circuits qui faisaient parfois vaciller le fil EL ou l'éteignaient complètement. Malgré ces obstacles techniques, les costumes lumineux ont créé un langage visuel qui définissait le monde numérique de la grille. Les contraintes physiques des costumes faisaient partie des performances des acteurs, façonnant les mouvements et le rythme pour correspondre au ton électrisé du film. Mad Max, Fury Road, 2015. Mad Max, Fury Road exigeait de l'authenticité dans son monde post-apocalyptique et les costumes reflétaient cette rudesse. Harnais en cuir, clous en métal et ornements en os d'animaux étaient conçus pour paraître récupérés, mais ils infligeaient une douleur réelle. L'impératrice Furiosa de Charlize Theron portait une prothèse de bras mécanique pesant 5 livres, qui limitait son amplitude de mouvement. Les sangles en cuir qui la maintenaient s'enfonçaient dans son épaule, causant des écorchures et nécessitant des bandages fréquents. Max Rokatansky de Tom Hardy portait une veste en cuir rapiécé renforcée par des plaques en métal. Les plaques teintaient pendant les cascades et le cuir durcissait sous la chaleur du désert, irritant les bras et le cou de Hardy. Les figurants portaient des coquilles renforcées de métal et des épaulettes à pointe qui laissaient des contusions lorsqu'ils se heurtaient pendant les scènes de poursuite. Filmés dans le désert namibien, exposa les costumes au sable, au sel et au soleil, accélérant l'usure. Les membres de l'équipe effectuaient des réparations quotidiennes avec des machines à coudre industrielles, mais certaines pièces étaient jetées lorsqu'elles étaient trop endommagées. Le résultat était une garde-robe qui semblait vécue parce que c'était jour après jour, de cascades éprouvantes, dans des températures extrêmes. L'inconfort des costumes reflétait les luttes de survie des personnages, chaque égratignure et bosse témoignant du rythme implacable de Fury Road. La Petite Sirène, 2023. La transformation de Halle Bailey en Ariel dans La Petite Sirène a introduit une version moderne d'une princesse sous-marine. Mais le processus de costume n'avait rien de féerique. Le soutien-gorge en coquillage de silicone et perles pesait près de 2 livres et nécessitait des ajustements sur mesure pour épouser le corps de Bailey. Les points de fixation du soutien-gorge devaient être étanches pour les longues prises de vue sous l'eau, ce qui entraînait des irritations de la peau autour de ses épaules et de sa poitrine. La queue, fabriquée en néoprène flexible et recouverte de panneaux en silicone semblables à des écailles, limitait les mouvements des jambes de Bailey, rendant les exercices de natation éprouvants.
les scènes sous-marines exigeaient que Bailey retienne son souffle jusqu'à 90 secondes tout en maintenant une posture gracieuse. La rigidité de la queue signifiait que le contrôle de la flottabilité était crucial. Des plongeurs l'escortaient pendant les prises pour garantir la sécurité. Sur Terre, la queue devenait un sujet de conversation qui suscitait des débats sur le choix des acteurs et le design des personnages. Les fans ont débattu de la fidélité du costume modernisé par rapport à l'animation originale. Bailey a fait face à des critiques en ligne, certains louant l'innovation, d'autres regrettant l'éloignement de la tradition. Malgré les défis, l'engagement de Bailey à porter le costume complet sous l'eau a apporté de l'authenticité à sa performance. Chaque coup de nage lesté et chaque plongée soigneuse renforçaient le voyage d'Ariel, de sirène curieuse à héroïne courageuse, le poids de son costume faisant écho à la transformation du personnage.